de nous rejoindre dans cette édition. Bonjour à tous. Pour commencer, les titres. En Côte d'Ivoire, des bébés prématurés sauvés par la méthode kangourou. Cette technique consiste à porter le nouveau-né de poids faible peau contre peau avec sa maman. La méthode kangourou est actuellement développée par le centre hospitalier universitaire de Treichville. Toujours en Côte d'Ivoire, attention à la nourriture emballée dans du papier ciment ou dans des journaux. Ces emballages sont complètement nocifs. Alors comment en protéger les aliments dans ce nouveau journal? Les conseils des experts sanitaires. Enfin, le Niger face à une épidémie de choléra, environ 80 morts. En Côte d'Ivoire, une mission de réconciliation dans le Tchologo, dans la région nord. Cette délégation conduite par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Bertin Kouadio-Konan, a tenté de régler la crise de foncier rural qui oppose les communes de Diawala et de Niélé. Ce conflit foncier a occasionné des dégâts humains et matériels. Les précisions de Sidonie Davila. Le ministre de la Réconciliation dans le Tchologo, Kouadio-Konan Bertin, tente de trouver une solution au problème du foncier qui divise les populations. Le problème de frontières existe et c'est malheureusement l'héritage que la colonisation nous a légué. Parce qu'aujourd'hui, même la Côte d'Ivoire, les limites de la Côte d'Ivoire le sont. Parce que le colonisateur a voulu que la Côte d'Ivoire soit circonscrite dans les 322 462 km². Et pour des questions d'intérêt, effectivement, les populations ivoiriennes dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire se voient confrontées à ce genre de situation. Donc il serait intéressant effectivement d'aller vers ces populations, de recueillir leur avis. Des affrontements récurrents ont lieu depuis 2017 entre les populations de Diawala et de Niélé. Pour mieux cerner le litige qui oppose ces deux localités en vue de mettre fin aux affrontements récurrents dans la région du Tchologo, précisément dans les localités de Diawala et de Niélé, l'émissaire du gouvernement s'est d'abord entretenu avec le corps préfectoral avant de rencontrer les différentes populations pour un échange franc. Des rencontres qui ont abouti à un début de solution, un cessez-le-feu signé par les différentes parties, qui se sont également engagés à la paix et au dialogue. Je vous ai écouté. Vous avez longuement parlé. Vous avez dit de bonnes choses. Donc, c'est une histoire aux origines profondes. Je crois qu'il y a un qui l'a dit ici, c'est lui. Il dit si on veut que ça finisse, on a qu'à bien tracer les limites. Vous voyez ce qu'il a dit? Donc tout ça, on va regarder. Tous les discours que vous avez tenus là, on va mettre tout ça ensemble. On va retracer, regarder. Et puis moi, je vais parler au président de la République, de lui rendre compte. Et puis les préfets et tout ça, on va regarder et on va revenir pour envoyer des solutions définitives. Pour une solution durable du litige foncier entre les populations de Diawala et de Niélé, les autorités ont envisagé des pistes de solutions durables telles qu'un découpage administratif repartissant des villages entre les sous-préfectures avec à la clé le lotissement des villages de certaines localités par la sous-préfecture de Niélé. Dans l'actualité nationale également, ces festivités le 28 août dernier dans le village de Bessedi, dans la commune de Sikensi. Les membres de la génération Bodjro ont été installés. Ils vont diriger les affaires politiques, économiques et sociales du village. Cérémonie présidée par le ministre de la Promotion des Sports et de l'économie sportive, Paulin Danhaut. C'est un reportage de Théodore Zouzou et Franck Kouadio. Par la remise du chasse-mouche, symbole du pouvoir un pays, Abidji, la génération Bodjro est le nouveau détenteur du pouvoir politique, économique et social du village de Bessedi, dans la commune de Sikensi. Le chef de terre officialise ainsi une passation faite depuis le 14 octobre 2019. Les Bodjro gèrent désormais les affaires politiques, économiques et sociales auprès du chef de village et du chef de terre jusqu'en octobre 2028. Nos priorités, c'était de transformer Sikensi et Bessedi
en particulier. Rendre ce village modèle, moderne et un village viable. Procession des Kata, les Benjamins, et les Kadi, les Bago, ainsi que les Ojongban, les Enni, forment la génération Bodjro, à savoir les personnes nées entre 1958 et 1966 inclus les danses des anciens combattants appelés Djaniko, sans oublier celles des femmes, tout ceci pour traduire une transition pacifique entre les Nigbessi, anciennement au pouvoir, et les Bodjro. Tout le village Sikensi aujourd'hui est rassemblé comme un seul homme derrière cette génération. Nous, en tant qu'élus, lorsqu'il fait bon vivre dans un village, lorsqu'il fait bon vivre dans un département, c'est un pari gagné. Donc je suis un homme heureux et comblé. L'instant est propice pour formuler des doléances. Extension du réseau d'eau et électrification, entre autres. Le ministre d'en haut, Paulin Claude, président de cette cérémonie, promet des solutions idoines. De plus, pour lui, nos valeurs culturelles sont à promouvoir. C'est par la solidarité qu'ils peuvent construire un village rayonnant, un village de partage et un village de progrès. Nous sommes venus et nous avons vu que cette intronisation s'est déroulée dans la sérénité, où les anciens ont passé le pouvoir aux Bodjro avec le cœur léger. Les Bodjro aujourd'hui partent avec tout le soutien nécessaire et la bénédiction de tout le peuple. Et c'est ce que nous souhaitons dans tous nos villages. Que l'amour soit notre partage, que la solidarité et la fraternité soient au cœur de notre démarche pour construire une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire de progrès. Le règne en pays Abidji est de 9 ans. Ce pouvoir est géré à tour de rôle par cette génération, à savoir les Mbédié, les Ngborma, les Nigbessi, les Bodjro, les Sété, les Ndroma et les Agborma. Autre actualité nationale, quel est le rôle du ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, région située dans le centre du pays? Le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi a donc expliqué le contenu de sa mission au préfet et sous-préfet de la région du Hambol, dans le centre-nord. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le ministre-gouverneur du district de la vallée du Bandama en contact avec le corps préfectoral de la région du Hambol. Jean-Claude Kouassi est venu présenter son institution au préfet et sous-préfet des départements de Dabakala, Niakara et Katioula. Prenant la parole, le ministre-gouverneur a instruit le corps préfectoral sur les missions, le fonctionnement, la composition d'un district et a expliqué la collaboration qu'il attend d'eux. Il est de coutume, lorsqu'on est nommé dans une zone, qu'on prenne contact avec ceux qui exercent déjà. C'est dans ce cadre que nous sommes venus rencontrer le préfet de région et les préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les sous-préfets. Cette démarche du tout nouveau ministre-gouverneur est saluée par le corps préfectoral. On lui a promis le soutien de tout le corps préfectoral. Nous avons tous le même objectif qui est le développement et que nous devons réunir toutes nos forces et travailler en toute complémentarité pour que la collaboration se déroule de la meilleure manière possible. Pour Jean-Claude Kouassi, le district et l'administration travaillent tous pour le développement, d'où son appel pour une synergie d'action pour le sort du district de la vallée du Bandama. Et ensemble avec le corps préfectoral, les élus, les cadres et tous les leaders d'opinion, que nous allons former ce qui va nourrir le schéma directeur de tout le district de la vallée du Bandama pour nous permettre de travailler en allant à l'essentiel. À travers ses visites et prises de contact, Jean-Claude Kouassi veut impliquer toute la population dans la gestion du district. Le district de la vallée du Bandama est composé de 2 régions, à savoir le Gbeke et le Hambol, de 7 départements pour 1 500 000 habitants selon le dernier recensement de la population et de l'habitat. Les gestes barrières contre le coronavirus sont des gestes responsables. Respectons-les et faisons-nous vacciner. La Côte d'Ivoire, toujours en guerre contre le coronavirus. 410 nouveaux cas
ont malheureusement été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays dénombre actuellement 55 518 cas confirmés de coronavirus, 53 675 personnes guéries, 436 décès et 1408 cas actifs. À noter que le 29 août dernier, 7158 doses de vaccin contre le coronavirus ont été administrées, soit un total de 1 327 485 doses du 1er mars au 29 août 2021. Le Niger, qui fait également face au coronavirus, est aussi éprouvé par une épidémie de choléra. Les autorités sanitaires nigériennes ont publié il y a quelques jours un nouveau bilan de la maladie. Environ 80 morts. 6 des 8 régions du pays sont touchées par le choléra. Un tout autre sujet à présent. Connaissez-vous la méthode kangourou? C'est un contact peau à peau entre le bébé prématuré et sa maman ou son papa. Ce contact permet de stabiliser, entre autres, le rythme respiratoire du tout petit. En Côte d'Ivoire, pour pallier le manque de couveuses, le centre hospitalier universitaire de la commune de Trècheville expérimente avec succès cette technique inspirée de l'animal australien. Pour en parler, Patricia Etia. Dorcas, 28 ans, mère de quadruplés, applique la technique du pot à pot pour augmenter les chances de survie de ses 4 bébés prématurés. L'écho m'avait dit que c'était des triplés. Mais ma grande surprise, le jour de l'accouchement, lorsqu'elle finit de pousser les 3, la sage-femme me dit non, qu'il reste un autre bébé derrière. Ce n'est pas facile d'en faire avec. Je sens une fierté de voir l'évolution de mes enfants. Né en juillet dernier, les bébés prématurés de Dorcas ont été admis ici à l'unité de soins mère kangourou du CHU de Trècheville pour pratiquer la méthode kangourou. Cette technique, qui consiste à placer le bébé contre la poitrine de sa mère dans une configuration peau à peau afin de créer des conditions idéales de température, d'affection et de repos. Cette méthode, c'est en fonction du poids de récupération de l'enfant, donc le poids auquel il sort de la couveuse. Et il doit atteindre au minimum 1500 grammes pour rentrer à la maison. Donc si on le récupère à 900 grammes, ouais, un peu le temps, ça peut mettre au minimum une semaine, on peut aller jusqu'à 2 voire 3 mois. Le temps qu'il a au moins 1,5 kg et qu'il n'ait pas d'autres problèmes pour pouvoir rentrer à la maison. À l'admission, le poids le plus élevé était à 1,2 kg. Le plus petit avait, je crois, 1 kg, donc 1000 grammes. Et aujourd'hui, après près de 3 semaines, ils sont le plus gros à 1,7 kg, le plus petit à 1,350 kg. La méthode doit continuer à la maison. En plus des soins et de l'attention que reçoivent les 4 bébés de Dorcas, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a apporté son soutien à la jeune mère. Ici à Bingerville également, Djeneba, 47 ans, a aussi donné naissance à des quadruplés en juin dernier, après 14 ans de traitement. À la différence de Dorcas, Djeneba n'utilise pas la méthode kangourou, mais a opté pour un suivi des prématurés à domicile. Au nom de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, des dons vifs et non vifs ont été offerts à la mère. Cette famille a connu un événement heureux. Il s'agit de la naissance de quadruplés. C'est exceptionnel. Et aussitôt informé, Madame la ministre Nasseneba Touré nous a dépêchés ici pour venir dire ces mots de félicitations et exprimer son soutien à cette famille. Je tiens à dire merci au nom de toute la famille. Vraiment merci que le représentant du ministre soit là et merci au gouvernement. Selon l'UNICEF, en Côte d'Ivoire, bien que la mortalité des enfants en général ait amorcé une nette réduction, celle des nouveau-nés reste encore élevée et la prématurité est la première cause de décès des nouveau-nés. Dans l'actualité nationale également, les journées carrières de l'étudiant en médecine. Cet événement qui s'est tenu récemment à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody est une initiative du syndicat national des étudiants en sciences de la santé. Au menu, des conférences et une opération de don de sang. Pas comme Didi et Salima Toudia.
Quelle branche suivre après la soutenance en médecine? Voilà la question que se posent les étudiants en UFR de médecine. Pour les orienter, une journée carrière leur a été dédiée afin de leur expliquer les différents débouchés de cette filière. La journée a été organisée par le syndicat national des étudiants en sciences de santé. Depuis un certain nombre d'années, on a remarqué que lorsqu'on finissait de faire nos 7 ans, 8 ans, on avait des problèmes en tout cas d'orientation. Alors face à ce problème, on a décidé comme ça en tout cas d'organiser une journée carrière dans le but vraiment d'expliquer un peu la vie de l'étudiant en médecine après sa soutenance. Au découle de cette journée, chaque étudiant en tout cas en médecine pourrait quand même en tout cas avoir une information sur les différents débouchés de la médecine. En tant qu'étudiant en médecine, donc futur médecin, il sera amené à travailler certainement dans des structures sanitaires. On voit aujourd'hui le visage des établissements de santé, les plaintes, les nombreuses plaintes des populations, leur dire que si on a accepté d'être médecin, si on a accepté de travailler dans ce milieu, c'est un sacrifice, c'est un don de soi, alors on doit s'engager à faire en sorte que nos populations vivent sainement, que soient satisfaits des services qu'on leur offre. L'amélioration de la qualité de la soutenance et certaines spécialités ont été passées au peigne fin lors des conférences thématiques. Il existe énormément de spécialités. Il y en a près de 33 spécialités. Il y a des CES, il y a des DES, il y a des formations post-universitaires en master et tout. Et ils ont le choix en fonction de leurs aptitudes et en fonction de leurs désirata. Et nous faisons en sorte de pouvoir améliorer la qualité des thèses qui sont produites. Un don de sang a été fait lors de cette journée carrière de l'étudiant en médecine. Au chapitre santé, cette information à l'attention des amoureux de viande braisée ou autres grillades. Certains emballages de nourriture sont extrêmement dangereux pour la santé. Il s'agit du papier ciment et des journaux. Ces empaquetages sont ainsi proscrits par les experts sanitaires. Les explications de Ami Sissoko. Servir la clientèle dans du papier journal, surtout dans du papier ciment, un geste devenu banal chez les vendeurs de beignets et autres grillades installés dans la rue. Des papiers comme ça, nous utilisons. Vous voyez? Ça là, tu peux manipuler, tu peux faire tout ce que tu veux, tu mets l'eau dedans. Papier de famille ne supporte pas l'eau. Ça se coupe. Oui, sincèrement, on n'a pas un autre. C'est pour cela qu'on utilise papier en ciment. J'ai remarqué qu'on met dans les anciens papiers de ciment. On remarque que souvent, ce n'est pas propre. Mais quand tu parles de ça au vendeur, le vendeur te dit qu'il a bien nettoyé, qu'il n'a pas de problème. Jeanne et sa sœur cadette utilisent une trentaine de sacs de ciment par semaine pour l'emballage de leurs beignets proposés à la vente. C'est papier de ciment. C'est pas bon, mais on fait comment? Avant de s'en servir, le papier ciment transite par le bac à lessive. Le ciment est dangereux pour la santé. C'est pour ça qu'on le lave. On ne peut pas, même si tu tapes là, le ciment ne quitte pas. Passer sur les écritures du ciment là, souvent on voit même, on dit avant d'utiliser de porter des gants. Voilà. Donc si pour les doigts c'est pas bon, c'est pas pour le ventre qui serait bon. Pourtant, laver le papier ciment ou le secouer avant d'en faire usage pour servir la nourriture ne minimise en rien le danger. Juste un lavage comme ça à l'eau ne peut pas faire partir la totalité de ce ciment et de ses constituants à l'intérieur du papier. Lorsque vous respirez du ciment, il y a quand même une toxicité qui va aboutir à un cancer des voies respiratoires. Par contre, lorsque vous consommez du ciment, par le biais de ces emballages-là de papier ciment, vous pouvez avoir des risques de toxicité au niveau du rein, du foie, au niveau digestif avec des ulcères. Vous pouvez avoir une insuffisance rénale, des problèmes hépatiques, etc. Les sacs de ciment proviennent généralement des chantiers de construction. 1 à 25, on vend ça comme ça. Ceux qui vendent viande, c'est eux qui payent. Il y a des femmes qui viennent acheter. Moins cher et il coûte 25 francs. Tout le monde utilise. C'est pour ça que je prends aussi. Autre emballage, tout aussi prisé par les commerçants. Le papier journal. Les journaux proviennent généralement des invendus des maisons d'édition. Nous, on les achète, on les revend aussi au marché. Avec les femmes qui vendent les arachides, les vendeuses de poissons fumés, les vendeuses de pain. Le papier journal.
il est aussi dangereux comme emballage alimentaire. La fabrication des journaux, ça se fait pas vraiment dans les conditions hygiéniques. Il y a des machines, on utilise des solvants, on utilise beaucoup de produits chimiques. Lorsqu'il sort, il est manipulé par différentes personnes. Devant le refus de leurs clients de se faire servir dans du papier ciment ou dans du journal, Alassane et Jean-Charles, vendeurs de viande braisée, optent pour le papier aluminium. On peut de prendre papier aluminium qui est un peu plus propre. Et par rapport à ça, on utilise papier aluminium bien emballé. Mes clients sont nombreux. Hein? Ils nous encouragent même de ne pas continuer de mettre ça dans le papier de ciment. Hein? C'est présentable et puis bon, ça attire encore les gens. Je pense que ces emballages sont bons du moment où c'est fait typiquement pour la nourriture. Le papier aluminium, idéal comme emballage pour bon nombre d'utilisateurs. Toutefois, il y a des précautions à prendre. Le papier alu, le plus souvent, c'est pour faire la conservation d'aliments chauds, tels que les grillades, d'aliments surgelés, d'aliments froids ou même des aliments frais. Si vous prenez des aliments chauds, que vous mettez dans du papier alu, que vous mettrez de l'acide là-dessus, tel que le citron, par exemple, cela va entraîner une réaction chimique et contaminer les aliments. Et ça, des études ont montré que l'acidité en contact avec l'aluminium peut entraîner avec le temps une maladie qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Utiliser du papier ciment, de vieux journaux, du papier aluminium ou autres emballages non conventionnels comme emballage alimentaire peut donc s'avérer nocif. On se dirait, a priori, des feuilles, c'est quand même des feuilles, c'est naturel, etc. Mais vous ne savez pas dans quelles conditions cette plante-là, elle a grandi, elle a poussé. Peut-être qu'elle est dans un sol contaminé. Le sol est peut-être contaminé par des métaux lourds, par des pesticides. On sait aujourd'hui avec certitude que certains plastiques contiennent des produits chimiques qui sont des perturbateurs endocriniens. Certains sont des pro-cancérigènes. Les perturbateurs endocriniens, eux, vont provoquer des perturbations au niveau de la reproduction. C'est quelque chose qui se construit sur du long terme. Alors, quelle solution pour des emballages sains? Prendre un récipient à la maison, c'est ce qui est recommandé, ou un emballage propre, très hygiénique, adapté. Il y a du papier craft qu'ils peuvent utiliser. Il y a des assiettes qu'ils peuvent bien désinfecter et puis servir la clientèle des assiettes en plastique, en porcelaine qu'ils peuvent acheter ou bien des assiettes jetables. Les emballages alimentaires sont faits à base de papier alimentaire. Donc comprenez par papier alimentaire qui ne comporte pas au fait de substances nuisibles au contact de l'aliment direct. Donc le papier naturellement il est fait à base de bois. On a plusieurs types de craft, mais seulement que nous on aura à vous présenter deux types de craft. On a le craft blanc et on a le craft brun. Le papier craft est déjà utilisé par les boulangeries pour servir les clients. Les vendeurs d'aliments disent ne pas être fermés à cette solution, à condition toutefois que ce papier soit à la portée de tous. Ce paquet contient 100 emballages. Pour une vendeuse de galettes, vous avez l'emballage à 5 francs. Il n'y a aucun impact au fait sur les galettes. Donc vous avez la centaine à seulement 500 francs. Face aux maladies auxquelles s'exposent les populations, le nutritionniste recommande. Un emballage est supposé protéger l'aliment des microbes et autres saletés pouvant porter atteinte à la santé des consommateurs. Le gouvernement doit avoir un regard sur cela pour préserver la santé des consommateurs. En attendant, le consommateur doit être beaucoup plus regardant sur la qualité des emballages utilisés pour le servir. Sa santé en dépend. Direction à présent Jacquesville, dans la région sud du pays. La jeunesse du village de Kouassikro encouragée à l'entrepreneuriat agricole. C'est une initiative de la direction générale du conseil EVA Palmier à Huile. Le point dans ce reportage de Mahama Traoré. Village situé à une dizaine de kilomètres de la cité balnéaire de Jacquesville. Ici, les jeunes ont décidé de s'occuper sainement durant ces vacances scolaires, ce à travers des activités sportives et socio-culturelles.
Ces moments de divertissement sont une lucarne toute trouvée pour lancer un appel à la prise de conscience. Les jeunes sont donc sensibilisés sur les dangers liés à la consommation de la drogue et sur les conséquences des grossesses en milieu scolaire. S'éloigner de tels fléaux et pourquoi pas s'orienter vers l'entrepreneuriat dans le secteur agricole, surtout que la région des Grands Ponts à laquelle appartient le village de Kwassikro a un fort potentiel de production de palmiers à huile et d'EVA. Ces conseils sont ceux d'Edmond Koulibaly, directeur général du conseil EVA Palmiers à huile, parrain des journées socioculturelles et sportives de Kwassikro. À la vérité, tous nos parents planteurs sont des entrepreneurs. Mais il faut une nouvelle agriculture. Une nouvelle agriculture faite par des jeunes avec des moyens. Il y a des programmes d'accompagnement des jeunes à l'auto-emploi. Mais il était bon que ce message soit connu des jeunes. Et il était bon de leur dire surtout que c'est à eux de venir avec des idées. Ce n'est pas l'argent qui va manquer parce que l'État a mis en place des organes pour les accompagner dans ce sens. Profitant de l'occasion, Edmond Koulibaly a également informé les populations de Kwassikro sur les missions du conseil EVA Palmiers à huile, mission se résumant essentiellement à améliorer les conditions de vie des producteurs et à valoriser le potentiel agro-industriel de ces deux spéculations. Au chapitre culture, la finale de l'émission de télé-réalité intitulée 1 à 12 est diffusée sur RTI 1. Le grand vainqueur de cette saison est Caleb Gekwame. Ce jeune garçon a séduit le public le 28 août dernier au Palais de la Culture de Trècheville. Yannick Efoumi et Isaïo. Caleb Gekwame est le grand vainqueur de la finale de l'émission de télé-réalité de 1 à 12. Son interprétation du célèbre titre I Feel Good de la légende américaine de rock James Joseph Brown a convaincu le jury. Je suis très heureux d'avoir gagné cette télé-réalité qui n'a pas été du tout facile en fait, depuis la formation, depuis les premières étapes jusqu'à arriver là. Je remercie la RTIS Communication. Classé deuxième, le jeune Emmanuel Brou a su lui aussi captiver l'attention du jury en interprétant le titre Fly de l'artiste franco-malienne Aya Nakamura. Eunice Agira, quant à elle, occupe la troisième place avec Fall in Love de l'artiste américaine Alicia Keys. Les parrains de cette deuxième saison saluent l'initiative du projet et les talents de ses enfants. Une finale, elle est faite pour dissocier les uns aux autres. C'est pour cette raison, sinon, à mon sens, tous ces enfants-là sont meilleurs. Nous étions ces enfants-là avant d'être nous aujourd'hui. Et un enfant bien soutenu, bien encadré, est une garantie pour la société. Sinon, je dirais un potentiel acteur de développement de demain. J'ai écouté les textes pour voir s'ils chantaient faux, mais ils chantaient effectivement vrai. Je voudrais encourager les parents à inscrire leurs enfants à ce genre de programme, parce que ce sont des programmes qui disciplinent nos enfants. L'un des initiateurs de cette émission réalisée en partenariat avec la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, se dit satisfait. Il était important pour nous de positionner ce genre d'émission qui fait la part belle aux enfants pour leur offrir une plateforme d'expression, mais révéler le talent que ces enfants-là ont, les éduquer, parce que c'est dans un canevas bien précis, les éduquer, et puis par la suite, les promouvoir. L'émission de télé-réalité pour enfants de 1 à 12 se veut un canal d'expression de leurs talents cachés, et aussi un moyen de susciter des graines de stars qui feront la fierté de la musique ivoirienne de demain. Enfin, en image, la situation en Irak où 6 ressortissants irakiens ont été pendus hier dans la prison de Nasiriyah, dans le sud du pays, après avoir été condamnés à mort, dont 3 d'entre eux pour terrorisme. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.